Salut à tous, c'est Noonan. Oulala, ça fait longtemps que je vous ai laissé. J'avais promis que je reviendrais vite. Désolé, c'est vrai que j'avais pas mal de choses à faire. Donc aujourd'hui, je reviens avec une promesse qui était l'émission de mon top 5 méchants après les méchantes. Et oui, hein, la galanterie veut que ce soit les méchantes qui passent avant, c'est normal. Alors attention, dans cette émission, c'est du spoiler à 100%, en tout cas surtout pour le premier film que je vais citer, et ça m'embête un peu. J'aimerais laisser une chance à ceux qui ne l'ont pas vu de découvrir eux-mêmes, alors bouchez-vous les oreilles. En numéro 5, Kaiser Soze, interprété par Kevin Spacey pour Usual Suspect, sorti en 1995. L'histoire, 5 malfrats se retrouvent dans une cellule pour une affaire qui a très mal tourné. Un nom ressort au cours de l'enquête, Kaiser Soze. Kaiser Soze est le diable incarné selon tous ceux qui en parlent. Si vous le trahissez, il vous tuera, vous, toute votre famille et les gens qui vous entourent. Kaiser Soze est une véritable légende, personne n'a jamais vu son visage, aucun témoin n'a réussi à arriver en vie à un procès, on ne sait pas qui il est insaisissable, il fait presque office de fantôme tellement les autorités n'y croient pas. L'interprétation de Kevin Spacey est à l'opposé de ce personnage, donc à la fin c'est une véritable surprise, et il faut savoir que lors du tournage, toutes les scènes où Kaiser Soze apparaît, en fait on ne voit pas son visage. Et aucun acteur n'a su qui était réellement Kaiser Soze avant la projection du film, avant que le film soit terminé. C'est-à-dire que Bryan Singer a gardé ce secret même à la plupart de ses acteurs. Le bouche à oreille fait très vite de ce film un film culte. Il a 2 récompenses aux Oscars et pas des moindres. Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Kevin Spacey et Oscar du meilleur scénario original pour Christopher McQuarrie. En numéro 4, 2 ex-aequo, et oui, j'ai un petit peu menti, c'est pas un top 5, c'est un top 6 en fait, hein, mais j'ai pas pu les départager. On va commencer par Norman Stansfield, interprété par Gary Oldman dans Léon, réalisé par Luc Besson. Alors pour moi, Léon est le dernier bon film de Luc Besson. Et oui, c'est comme ça, mais bon, c'est mon avis. Bon, il emprunte principalement la trame à Gloria de Cassavetes, et ça, bon, ça me plaît pas beaucoup parce que j'adore Gloria de Cassavetes, mais c'est vrai qu'il réussit à faire de Léon un film assez jouissif et assez touchant. Et en grande partie grâce à son méchant. Et oui, comme vous le savez, hein, c'est un peu le thème de ces 2 dernières émissions. Un bon méchant fait aussi un bon film, hein. Et là, on a un méchant en or, hein, complètement dingue, un Gary Oldman qui interprète un flic pourri jusqu'à l'os, qui cherche à abattre un témoin gênant qui n'est autre qu'une gamine de 12-13 ans interprétée par Nathalie Portman. Il est complètement névrosé, toxicomane, qui fait abattre des enfants. Il est complètement fou. Et vous savez quoi? On aime ça. Ces scènes de tuerie sur fond de musique classique. Et oui, le flic pourri est aussi un mélomane. Et oui, ça arrive. Il a le droit. Ces scènes où il se déboîte les cervicales pour avaler ces petites pilules qui le font planer. Tous ces traits de caractère finalement assez atypiques en font un personnage assez original, et c'est vrai qu'on en a rarement vu des comme ça. J'ai envie de dire, il y a presque que Gary Oldman qui sait les interpréter. J'aurais pu citer, du coup ça me fait penser à un autre méchant qu'il a interprété, c'est vrai que j'aurais pu le citer, à savoir Drexel dans True Romance. Mais voilà, pour moi le méchant qu'interprète Gary Oldman dans Léon est vraiment extraordinaire, hein, Norman, et il tient autant la vedette à mes yeux que Jean Reno et Nathalie Portman dans ce film. En numéro 4, ex aequo avec Gary Oldman, attention, on passe un cap, John Doe interprété par Kevin Spacey, et oui encore lui, dans Seven. Et oui, Kevin Spacey n'arrête plus d'interpréter les méchants à tel point que dans la vie, il en est devenu un. Donc j'arrête, je retire ce que je viens de dire, pardon. David Fincher réalise l'un des plus grands thrillers films noirs de l'histoire du cinéma avec Seven. L'histoire de ce serial killer qui tue en s'inspirant des 7 péchés capitaux est vraiment d'une perversité rare. Kevin Spacey prend un malin plaisir à torturer ses victimes avec un sadisme qui dépasse l'imagination qu'on pourrait avoir, en tout cas pour ma part et pour certains j'imagine. L'originalité de ce méchant, c'est que en plus d'être
vraiment terrifiant de par ses crimes, il finit non pas par se faire arrêter, mais par se livrer lui-même. Pour accomplir son plan machiavélique qu'il a construit dans sa petite tête de cinglé, mais ça je ne vous raconterai pas le dénouement du film, j'irai pas jusqu'à ce spoiler là, je préfère éviter. Alors ce film est maîtrisé tant sur le fond que sur la forme, hein. Je vous l'ai dit, David Fincher a réalisé un vrai chef-d'œuvre. Les acteurs sont extraordinaires, la distribution est magnifique. Brad Pitt et Morgan Freeman interprètent les deux flics qui poursuivent ce serial killer. Le film sort en 1995, donc la même année que Usual Suspect, et donc une grosse année pour Kevin Spacey. En numéro 3, Terminator, le Terminator interprété par Arnold Schwarzenegger. Sorti en 1985, Terminator réalisé par James Cameron devient instantanément un classique du cinéma de science-fiction. Le résumé du film, ah là là, le gros morceau. Donc, dans le futur, les machines ont pris le pouvoir. On envoie donc dans le passé un soldat de la résistance nommé Kyle qui doit sauver une femme nommée Sarah Connor avec laquelle il est censé avoir un enfant qui va, dans le futur, libérer les êtres humains des machines. On envoie donc aussi en même temps une machine interprétée par Arnold Schwarzenegger pour abattre Sarah Connor. Vous avez tout compris ? Le Terminator ne recule devant rien face à sa mission. Il rentre en boîte de nuit, il tire à tout va, devant tout le monde, il n'a peur de rien. Pareil pour la scène du commissariat, aucun flic ne peut l'arrêter, ils sont une vingtaine, une trentaine, ça dézingue partout. Et ça fait un peu flipper, surtout quand il frappe à la porte de toutes les Sarah Connor, pour les abattre, jusqu'à ce qu'il trouve la bonne. Ce personnage ne connaît pas la douleur, puisque c'est une machine. Quand son enveloppe charnelle est abîmée, il n'hésite pas à la mutiler, comme la fameuse scène où il enlève son œil abîmé dans le miroir de la salle de bain. Et ce personnage avec cet aspect monolithique et ce trait de caractère qui est sans pitié en fera l'un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma. En numéro 2, Hannibal Lecter, interprété par Anthony Hopkins. Dans Le Silence des agneaux, réalisé par Jonathan Demme, est sorti en 1991. Décidément, les années 90 sont très prolifiques. Il faudrait faire une émission que là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est Le Silence des agneaux ? Eh bien, c'est l'histoire de Clarice Starling, une jeune agent du FBI fraîchement débarquée, qui, pour arrêter un dangereux psychopathe, doit interroger le psychiatre Hannibal Lecter qui est enfermé dans une prison de haute sécurité. Pourquoi un psychiatre est-il enfermé dans une prison de haute sécurité ? Eh bien, tout simplement parce qu'il est un assassin, mais d'un genre très particulier. Il mange ses victimes. Anthony Hopkins livre l'une de ses plus belles prestations, voire peut-être sa plus belle prestation en interprétant Hannibal Lecter. Ce personnage est charismatique à plus d'un titre. D'abord, c'est un personnage extrêmement intelligent et il a aussi une apparence très particulière, à savoir un regard reptilien et un teint très blafard. On a l'impression que c'est un vampire, qu'il va vous vampiriser justement, qu'il va vous sauter dessus. Alors qu'il est très calme, il est posé, il parle calmement, il vous absorbe littéralement. Ce film a marqué pour différentes raisons. D'abord, bon évidemment, il est extrêmement bien mis en scène par Jonathan Demme. On passe de la beauté à l'horreur et de la sensibilité à la sauvagerie, et ça on le doit également à Jodie Foster. Et le duo avec Anthony Hopkins fonctionne parfaitement. Alors Hannibal le cannibale, comme on l'appelle, ne va pas rester en prison très longtemps. Je vous laisse, pour ceux qui ne l'ont pas vu, la surprise de voir comment il s'évade. Mais il faut dire que ce méchant, s'il est si charismatique et si mémorable, c'est que sa particularité est quand même assez choquante. C'est-à-dire qu'il mange de la chair humaine, donc rien qu'à l'idée de l'évoquer, c'est assez glaçant. Pour certains, c'est le plus grand thriller de tous les temps, et l'Académie des Oscars lui a décerné 5 statuettes. Meilleure adaptation, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur pour Anthony Hopkins, et Oscar de la meilleure actrice pour Jodie Foster. En numéro 1, le number one des méchants, j'ai nommé Dark Vador, interprété par David Price. Dans le premier opus de la Guerre des Étoiles, sorti en 1977 et réalisé par George Lucas. C'est quoi l'histoire ? Eh bien, il y a très longtemps, dans une galaxie très lointaine, la guerre civile fait rage entre l'Empire galactique mené par Dark Vador
et l'alliance rebelle menée par la princesse Leia. Alors vous allez me dire, oulala, il fait pas dans l'originalité. Eh ben oui, vous avez raison, c'est vrai, c'est pas très original, mais en même temps, il y a peut-être une raison à ça. Dark Vador, c'est quand même l'emblème du méchant absolu. Il est imposant dans sa tenue tout en noir. Tout le monde connaît sa voix, son souffle rauque derrière son masque impressionnant. Et c'est un méchant très intéressant à plus d'un titre. Bon, évidemment, il est craint par tous, ses alliés y compris. Il sert le mal, la force du mal, le côté obscur. Il a un pouvoir immense. Il peut étrangler quelqu'un sans le toucher, juste avec la force. En brandissant sa main, il peut broyer la gorge de quelqu'un. Mais le plus terrifiant dans tout ça, c'est pas son pouvoir, mais c'est plus ce qui arrive dans l'opus numéro 2 de Star Wars, à savoir l'Empire contre-attaque. Dark Vador vient de couper la main au héros qui est Luke Skywalker et il va lui révéler dans la foulée qu'il est son père. Alors c'est vraiment pas cool de se faire couper la main par son père, mais en plus de ça, il lui propose de le rejoindre du côté obscur de la Force et de s'allier à lui pour régner sur la galaxie. Alors ce qui est intéressant vraiment dans cette révélation, c'est que le père en général il rattrape les conneries du fils. Et là, on est vraiment à l'inverse. Non seulement c'est le père qui est le méchant, hein, le méchant du film, l'ennemi, mais en plus il essaie de convaincre son fils d'en faire autant, d'être aussi mauvais que lui. Et c'est cet aspect psychologique allié à sa présence charismatique de ce personnage que je vous ai décrit tout à l'heure qui en fait pour moi le méchant numéro un. Bon alors c'est une analyse un petit peu rapide, hein, mais de toute façon c'est le jeu des top 5, top 10, hein, c'est un peu ludique, voilà. On arrive à la fin de cette émission, j'espère que ça vous a plu. On reviendra à des choses un peu plus sérieuses assez vite, enfin je l'espère. Hein, c'est l'heure des vacances, mais je vais essayer d'être un peu plus régulier dans mes émissions. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, de me laisser un petit commentaire. Dites-moi quels sont vos méchants préférés. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite un très bon film et je vous dis à bientôt.